Imaginez, vous êtes un auteur déjà confirmé, vous sortez régulièrement des livres qui ont l'habitude de bien se vendre, de plutôt même très bien se vendre, et tout fonctionne pour vous de ce côté-là. Et un jour, alors que vous vous apprêtez à sortir un autre roman, vous entrez donc en contact avec votre éditeur habituel, vous échangez avec lui, et au moment où vous envoyez votre manuscrit, vous n'avez plus de nouvelles de lui. Plus aucun retour, plus aucune réponse, alors que vous avez l'habitude d'échanger avec cet éditeur, vous lui avez déjà envoyé votre manuscrit, donc normalement, il n'y a pas de souci à se faire de ce côté-là. Normalement. En fait, vous apprendrez plus tard que la personne à qui vous avez envoyé votre manuscrit a usurpé l'identité de centaines de maisons d'édition, dont la vôtre, enfin du moins celle avec qui vous avez l'habitude de travailler, et qu'elle vous a probablement volé votre manuscrit. Et bien évidemment, avant que vous vous rendiez compte de quoi que ce soit, il est déjà trop tard. Cette histoire, elle est arrivée à Margaret Atwood, Elena Ferrante, Ethan Hawke et des milliers d'auteurs. Salut Booktube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un escroc qui avait une méthode bien rodée, un faussaire des manuscrits, celui que la presse appellera le Lupin des manuscrits. Bon, en fait, il n'y avait qu'un seul magazine qui l'a appelé comme ça, mais je trouvais ça stylé. Donc en bref, Filippo Bernardini. Cette histoire commence en août 2016 alors qu'un auteur américain nommé James Hannaman entre en contact avec son éditeur pour annoncer la sortie de son prochain roman. Donc voilà, c'est quelque chose qui se fait généralement dans le milieu littéraire lorsqu'on est un auteur un petit peu reconnu et qu'on a des attentes au niveau de nos sorties. On a l'habitude d'annoncer nos prochains romans dans des magazines, sur des sites, à nos agents ou à nos maisons d'édition. Et justement, James Hannaman avait déjà sorti en 2015 un roman intitulé Delicious Food qui avait été nommé l'un des 10 meilleurs livres de l'année par Publisher Weekly. Il avait reçu aussi 2 petits prix littéraires américains, donc voilà, il avait déjà un petit peu de notoriété. Et 2 jours donc après avoir annoncé la sortie de son prochain roman, Hannaman va recevoir un mail de son éditeur lui demandant quelques informations sur son livre, savoir où il en est et surtout de lui envoyer la dernière version de son manuscrit. Donc a priori, ce sont des informations plus ou moins normales, des choses que les éditeurs peuvent avoir l'habitude de demander à leurs auteurs. Pourtant, James Hannaman, il le sent pas. En fait, il va remarquer que l'adresse mail n'est pas du tout la même que celle utilisée par son éditeur en temps normal, donc il va commencer à se poser des questions. Et pour être sûr, il va prendre la décision d'appeler directement son éditeur pour savoir ce qu'il en est. Juste au cas où, il va dire. Donc Hannaman, il va prendre son téléphone, il va l'appeler, il va lui demander « Eh, dis donc, je viens de recevoir un mail de toi, mais ce n'est pas du tout la même adresse que j'ai l'habitude d'utiliser pour te contacter. Est-ce que, juste au cas où, c'est bien toi ?» Et là, son éditeur, il va lui dire, enfin j'imagine, j'étais pas là, il va lui dire « écoute, non, ce n'est pas moi, je ne t'ai pas envoyé de mail. » Et c'est là que la vérité, elle tombe, un faussaire de manuscrits, un voleur de livres rôde. Dans le domaine littéraire, on commence un petit peu à s'inquiéter parce que la police va mener son enquête et au fur et à mesure, on va découvrir que plusieurs auteurs ont déjà été victimes justement de cette supercherie. Ils vont avoir des conversations avec leurs soi-disant éditeurs, leur demandant justement d'envoyer la dernière version de leur manuscrit, ce après quoi ils n'avaient plus du tout de nouvelles. Et pour certains, ils se rendaient compte seulement après que l'adresse mail utilisée n'était pas la bonne. Donc tout le monde va commencer à prendre un petit peu panique, ils vont se rendre compte qu'ils ont envoyé leur manuscrit à un escroc, à quelqu'un qui voulait les arnaquer, pas à leur éditeur en tout cas. Donc les mois passent, la police mène son enquête et finalement les soupçons vont peu à peu se porter sur un certain Filippo Bernardini. Donc Bernardini sera arrêté en début janvier 2020 dans un aéroport à New York pour usurpation d'identité et fraude par voie électronique. Alors du coup, qui est ce Filippo Bernardini ? Âgé d'à peine 30 ans, Bernardini est un professionnel de l'édition chargé de droit à l'étranger pour la maison d'édition Simon & Schuster. Donc c'est là en fait qu'on se rend compte que c'est comme ça qu'il arrivait à mieux berner ses victimes. Il savait le vocabulaire qu'il devait utiliser, il savait quoi dire pour leur mettre en confiance et surtout il savait comment ça se passait dans le domaine de l'édition quand un éditeur entrait en contact avec un auteur. Je tiens aussi à préciser que la maison d'édition Simon & Schuster n'a absolument rien à voir avec ce qui s'est passé avec Bernardini. Cette histoire ne la concerne absolument pas. En fait, Bernardini avait une méthode bien à lui pour voler ses manuscrits. Il avait une méthode toute rodée et je vais vous expliquer comment.
En premier, déjà, il guettait les prochaines sorties littéraires des auteurs les plus en vue. Car comme je l'ai dit au début, c'est justement ces auteurs-là qui vont annoncer leurs prochaines sorties, qui vont les partager dans des magazines ou sur des sites. Et justement, Bernardini passait son temps à éplucher ces magazines, les sites d'édition, les sites littéraires, les blogs, enfin bref, tout ce qui pourrait lui donner des informations pour être au courant des dernières sorties. Et comme ça aussi, il savait à qui s'adresser. Ensuite, une fois qu'il était certain qu'un auteur allait sortir un nouveau livre, il entrait en contact avec lui en se faisant passer pour son éditeur. Mais pour ça, justement, il lui fallait déjà un peu plus d'informations sur le livre en question, et pour ça, Bernardini avait encore une méthode toute rodée. Il avait créé sur Internet une page de connexion pour les agents littéraires. Alors, il faut savoir que les agents littéraires sont justement les personnes qui vont mettre en contact les maisons d'édition et les auteurs. Donc, Bernardini, sur sa page de connexion, qui était une fausse page du coup, incitait les agents littéraires à se connecter, donc à entrer leurs identifiants et leurs mots de passe. Et sur ce site, les agents littéraires avaient l'habitude de mettre toutes les informations relatives justement aux prochaines sorties, sur l'auteur en question, sur le manuscrit en cours. Mais Bernardini, il avait fait sa petite magouille et au moment où les agents littéraires se connectaient, où ils croyaient simplement entrer leurs identifiants et leurs mots de passe, derrière l'écran, Bernardini récupérait ces informations et pouvait à son tour se connecter sur le vrai site. Il avait ainsi accès à toutes les informations qu'il lui fallait pour mieux berner l'auteur. Donc la prochaine date de parution, de quoi le roman va parler et surtout s'il y a déjà une version du manuscrit en cours. Ensuite, une fois qu'il avait l'adresse mail de l'auteur, celle de la maison d'édition et toutes les informations qu'il lui fallait, il envoyait un mail à l'auteur avec une adresse mail créée de toutes pièces. Et là encore, il avait une technique bien à lui pour berner encore plus facilement tout le monde. Parce que oui, on peut se dire une adresse mail, on peut se rendre facilement compte si c'est une vraie ou une fausse, mais Bernardini avait l'habitude de ne remplacer qu'une seule lettre dans celle-ci, ce qui lui rapidement peut facilement porter à confusion. Par exemple, au lieu du M, il le remplaçait par RN, ce qui, je suis désolée, mais rapidement, oui, on peut vite se tromper en fait. Et surtout, rappelons-nous, Bernardini savait quoi dire. Il connaissait le vocabulaire employé par les maisons d'édition, il avait les termes appropriés, il avait une bonne connaissance du milieu, par exemple l'habitude d'utiliser le diminutif MS pour manuscrit. Donc en fait, c'est plein de petits détails qui, ensemble, font que oui, on peut facilement se faire berner. On se pose pas la question, on se dit oui, c'est notre éditeur et point final. Donc en plus, l'adresse mail très proche de la fausse, le vocabulaire très précis et bien employé, et surtout des informations relatives au manuscrit que seul l'éditeur est censé savoir, tout cela réuni fait une supercherie parfaite. C'est ainsi que bon nombre d'auteurs, comme par exemple Margaret Atwood, qui est connue pour bon nombre de livres, et moi notamment je l'avais connue avec La Servante écarlate. On a aussi Ethan Hawke, Sally Rooney ou Elena Ferrante, oui, Elena Ferrante, que je connaissais moi pour La vie mensongère des adultes, mais qui a bien évidemment sorti des dizaines d'autres romans et d'essais. Donc ces auteurs-là et des milliers d'autres se sont fait avoir, se sont fait voler des manuscrits. J'en profite aussi pour vous mettre en garde contre les mails et les appels que vous pouvez recevoir. C'est vrai que bien souvent, on peut se rendre compte quand ce sont des arnaques, mais des fois, quand c'est bien rodé et que c'est bien mené, on peut facilement ne pas faire gaffe et du coup, on peut le payer très cher. La preuve que là, c'était quand même de grands auteurs qui se sont fait avoir, donc personne n'est à l'abri. Faites attention, s'il vous plaît. La police se rendra compte du coup que plus de 160 adresses mail factives avaient été créées par Filippo Bernardini et que plus d'1 millier de manuscrits avaient été volés. Alors du coup vous allez me dire oui mais du coup il a dû publier bon nombre de romans, il doit être l'auteur de beaucoup de livres dans le monde et comment on va faire pour lui destituer tout ça ? Eh bien non. Le plus étrange dans cette histoire, c'est que Bernardini n'a publié absolument aucun roman volé. Il ne les a pas non plus revendus car on n'a trouvé aucune trace d'eux nulle part. La police a cherché un petit peu partout s'ils n'étaient pas publiés dans d'autres pays, sur des sites, sur des magazines, mais on n'a trouvé absolument aucun de ces romans publiés. Il semblait vraiment que Bernardini volait ses manuscrits pour son plaisir personnel, comme s'il voulait les garder pour lui tout seul, comme s'il voulait avoir une espèce d'avant-première sur ces livres-là. C'est bizarre parce qu'on peut alors se demander quelles étaient ses motivations financières parce que finalement il n'a retiré aucun sou de ses manuscrits volés. C'est d'ailleurs on pense que sa défense va s'appuyer là-dessus lors de son procès, bien évidemment. Peut-être que certains diront qu'il comptait les publier plus tard, mais dans ce cas-là, ça faisait quand même beaucoup à accumuler.
Ou alors peut-être que c'était juste un espèce de hobby bizarre. Sur LinkedIn, il se disait obsédé de la littérature. Alors est-ce que c'était au point de pouvoir voler des manuscrits à des auteurs ? J'en doute. Je connais des obsédés de la littérature, mais vu que je trouve le terme péjoratif, on va dire amoureux de la littérature. Et justement, je pense que si on aime vraiment la littérature, on est capable de reconnaître le travail fourni par un auteur, parce que cela va de pair, et de respecter cela en fait. Si on aime vraiment la littérature, on ne va pas aller voler la création des autres, le bébé de certains quoi. Donc comme je l'ai dit, Bernardini a été arrêté en début janvier 2020 et il sera jugé lors de son procès qui aura lieu en avril prochain. Il plaiderait coupable apparemment. Il risque donc une amende de 88 000 $ et 20 ans de prison et on saura un peu plus de cette histoire du coup dans les prochains mois. C'est déjà la fin de cette histoire, j'espère qu'elle vous a plu ou du moins que le format vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire ou en likant cette vidéo. Pense aussi à me rejoindre sur Instagram et TikTok où je partage tous les jours du contenu littéraire. Donc je te dis à bientôt pour plus de littérature.